Et notre invité du jour, c'est Laurent Pelli, le co-directeur du TNT et metteur en scène d'Edgar Allan Poe Extraordinaire, la première création de la saison du tandem Mélinan-Pelli au TNT. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur Edgar Poe, sur ce spectacle dont j'ai vu la première ce jeudi et que vous pourrez découvrir au TNT jusqu'au mercredi 30 octobre. Avant d'en parler avec vous, Laurent Pelli, je voudrais qu'on évoque quelques instants votre fonction de directeur du TNT, puisqu'on l'a appris un peu avant l'été. Vous rempilez, comme on dit, pour un nouveau mandat, le troisième depuis 2008, avec votre complice Agathe Mélinan. Alors je ne crois pas me tromper en disant que vous vous plaisez bien à Toulouse et que vous y travaillez dans d'excellentes conditions. Oui, oui, bien. Bah, on se plaît bien à Toulouse, surtout par rapport au théâtre, parce que le TNT est un outil extraordinaire, que ce soit l'architecture, le bâtiment, les salles, mais aussi les gens qui y travaillent. Les équipes sont formidables, que ce soit la technique, l'administration, et surtout le public, parce que ayant quand même pratiqué et ayant voyagé pas mal en France, enfin dans la décentralisation, je pense que c'est un des meilleurs théâtres de France, que le TNT est un des meilleurs théâtres de France, pour toutes les raisons que je viens de dire. Vous avez notamment un plateau qui est immense, que ce soit en largeur, en profondeur, en hauteur, qui vous permettent un peu tout ce que vous avez envie de faire en termes de mise en scène. Oui, on peut pas faire d'opéra. Voilà, c'est la seule chose, parce qu'il n'y a pas de fosse d'orchestre. Il n'y a pas de fosse. Voilà, véritablement. Mais les conditions techniques, bien sûr, mais les trois salles, la situation du théâtre en plein centre, tous les équipements modernes de nouvelles salles sont souvent très excentrés dans les autres villes. Voilà, toutes ces raisons font que voilà, bien sûr, on a envie de rester. Et quand je parle du public, il y a un public qui est très particulier à Toulouse. Vraiment. J'ai passé 14 ans à Grenoble, par exemple. Le public n'était pas du tout J'étais directeur du centre dramatique à Grenoble. Le public n'était pas du tout le même. Il y a un public qui est curieux à Toulouse, qui a envie et vraiment on le sent très très fort, hein. C'est pas de la flagornerie, on le sent vraiment très fort, qui a envie d'apprécier, qui est curieux de nouvelles choses, de nouvelles propositions. Cette année par exemple, à la présentation de saison au mois de juin, nous on était extrêmement étonnés, parce qu'une présentation de saison, ça reste quand même un exercice un petit peu ingrat. C'était archi plein, les trois salles étaient pleines. On a été obligé de faire des retours vidéo dans les deux autres salles. Donc vraiment une curiosité et des gens qui ont envie d'aimer, et pas des gens qui sont là pour juger. C'est pas le public parisien non plus. Et ça, c'est très très agréable et pas exceptionnel, mais quand même remarquable. Voilà. Oui, tout à fait. Alors donc là, vous repartez pour 3 ans. Ce sera le dernier mandat, puisque... Voilà, logiquement. Ce sera le dernier mandat. Et puis bon, c'est vrai, c'est bien le temps passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de dire ouf. Déjà au troisième mandat. Après, c'est toujours intéressant de passer l'outil à quelqu'un d'autre, et puis aussi de passer à autre chose, d'aller ailleurs. Puis de toute façon, on vous appelle un peu partout dans le monde, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au Met à New York, prestigieux Metropolitan Opera de New York, et puis vous intervenez aussi, vous dites, effectivement, il n'y a pas de fosse d'orchestre au TNT, mais il y a quand même le Théâtre du Capitole, où vous avez fait plusieurs mises en scène. La toute dernière, là, c'était Manon, qui a beaucoup, beaucoup plu. Moi, j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient complètement enthousiasmés par ce qu'ils ont vu, notamment par la mise en scène. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on va d'abord parler quand même d'Edgar Poe, puisqu'on est là pour ça, et de ce spectacle Edgar Allan Poe Extraordinaire. Alors, nouvelle création à 4 mains, si je puis dire, avec Agathe Mélinan, nouvelle collaboration. Qui a eu l'idée, qui a voulu monter ce spectacle consacré à des nouvelles d'Edgar Poe? Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Agathe Mélinan? Alors, le point de départ, c'est la thématique, c'est-à-dire que chaque saison, on décline la programmation en fonction d'une thématique, de 2 ou 3 thématiques. Cette année, la plus importante est une thématique autour du fantastique, qui s'appelle Incroyable et merveilleuse, qui est née parce que je souhaitais monter le Songe d'une nuit d'été, qui sera la prochaine production de la maison.
Et Edgar Allan Poe, c'est une matière littéraire, si je peux m'exprimer ainsi, qui m'intéressait beaucoup depuis longtemps, parce que, ayant travaillé sur le fantastique plusieurs fois, notamment à l'opéra, notamment en ayant abordé les contes d'Offenbach plusieurs fois, et la saison passée, j'ai monté à Covent Garden à Londres un opéra de Meyerbeer qui s'appelle Robert le Diable, qui est contemporain d'Edgar Poe, qui fait partie de ces grandes œuvres, que ce soit littéraires ou théâtrales, qui étaient très à la mode au début du 19e siècle, le fantastique étant né à peu près à cette époque-là. Et donc je me suis un peu intéressé à Poe comme ça, et notamment les illustrations, les images, Gustave Doré qui a notamment illustré des grands chefs-d'œuvre de et la littérature mondiale. en consultant ça, je me dis tiens, ce serait intéressant de pouvoir faire quelque chose autour de ça. C'est tout, j'ai transmis ça à Agathe. Et puis quand on a eu la thématique de la saison et qu'il fallait chercher un thème, un sujet pour fabriquer un spectacle pour les jeunes comédiens de l'Atelier Volant, parce que ce spectacle est un spectacle particulier, c'est pas une production normale, j'allais dire, du TNT, c'est comme ce qu'on fait tous les 2 ans, donc l'Atelier Volant, est-ce que je peux rappeler ce que Bien c'est? sûr, Voilà. il faut. Voilà, l'Atelier Volant, c'est une structure d'insertion professionnelle pour les jeunes acteurs en fin de formation, enfin qui ont déjà eu leur formation. Cette année, ils sont 6 et c'est 6 jeunes acteurs qui passent 1 an avec nous, donc pour qui on organise des rencontres, des stages avec des ateliers avec d'autres metteurs en scène c'est une sorte de tremplin finalement. Ils participent aux productions de la maison. Les 2 filles étaient dans Éric Satie, oui. Et les 4 garçons étaient dans Mongeron-Tille de Victor Hugo. Et en fin d'année, on produit un spectacle complètement pour eux. Mais la différence avec les productions de la maison, c'est que pour chaque production, la première était un spectacle sur Camille, la seconde sur un poète russe qui s'appelle Danny Larms. La troisième, donc, c'est sur Edgar Poe. On part de zéro, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la fabrication du spectacle, on monte un vrai spectacle, une vraie production, mais il y a quand même une démarche pédagogique dans tout ça, c'est-à-dire qu'on part de zéro, y compris sur la matière théâtrale. C'est un travail de longue haleine. On a commencé à travailler au mois de mai avec les acteurs. On a d'abord travaillé sur le texte, les mots d'Edgar Poe traduits par Charles Baudelaire. Donc on a tout lu tous ensemble. Et puis voilà, Agathe a fait le travail d'adaptation par rapport en fonction des affinités aussi de certains acteurs sur certains textes. Et puis elle a composé, elle a construit voilà, ce rêve ou ce cauchemar ou cette mosaïque autour de l'univers d'Edgar Poe. Et ensuite, le travail de plateau, le travail de conception dramaturgique et scénographique, il se fait avec les acteurs. C'est-à-dire qu'aussi on part de zéro. C'est-à-dire qu'on parlait de la chance d'être dans ce théâtre, mais j'ai la chance de travailler dans un théâtre où il y a des équipes et des équipes qui sont là prêts à fonctionner, à inventer des choses. C'est-à-dire que tout le monde est pleinement intégré à la conception du spectacle. Voilà, c'est-à-dire que sur la scénographie, alors ce sont des spectacles qui ont en général peu de moyens, donc une contrainte financière et un grand besoin d'imagination. Et ça, voilà, on a construit ça tous ensemble et on a pu le faire voilà, en des temps records parce que grâce aux équipes du théâtre. Alors le choix des textes tout de même, parce que bon, la matière dans l'œuvre d'Edgar Poe est large, importante. Il y a des nouvelles qui sont plus connues d'autres. Alors il y a le poème évidemment, le Corbeau, et après il y a des nouvelles comme La lettre volée, Double assassinat dans la rue Morgue qui sont plus que d'autres. Comment vous avez fait les choix? D'abord, qui les a fait? Est-ce que quelque chose que vous avez fait collectivement, tout le monde a pu donner son avis, ou est-ce que c'est vraiment Agathe Mélinan qui a travaillé à l'adaptation, qui a choisi les textes? Au bout du compte, c'est Agathe qui a choisi les textes. C'est-à-dire que c'est plus que choisir des textes. C'est-à-dire qu'elle a construit vraiment une trame. Voilà, une trame, un parcours, chose qu'on a
presque pas touché. On a dû changer l'ordre de 2 textes pendant les répétitions. Et quand je disais que c'est une sorte de mosaïque, on dit souvent avec les acteurs train fantôme, voilà, à travers l'œuvre de Poe, la progression dramatique ou les sujets abordés, voilà, c'est Agathe qui a fait ces choix-là. Voilà. Alors vous, en tant que metteur en scène, on va parler maintenant de la mise en scène, déjà à la lecture des textes de Poe, est-ce que vous avez rapidement eu une idée de la façon, des décors, de la scénographie dans laquelle il pourrait se transposer sur scène? Oui et non, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un travail qu'on a fait ensemble avec les acteurs, et puis fallait inventer ça en fonction de leur personnalité aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à ces jeunes acteurs. Les choses se sont faites petit à petit. Alors comment on travaille sur une chose comme ça, c'est assez particulier parce que, encore une fois, on part de zéro. D'habitude, sur une production normale, au théâtre, la scénographie, le décor est fait bien avant les répétitions. À l'opéra, c'est encore pire puisqu'il faut livrer les maquettes de décors et de costumes 1 an et demi, voire 2 ans avant les répétitions. Donc là, pour moi, c'est un luxe et en même temps une liberté de pouvoir bricoler et inventer avec les acteurs et les équipes. Alors, comment on a procédé? C'est-à-dire qu'on a fait par exemple des listes de mots, des listes de thèmes, des listes de choses abordées, des thèmes récurrents, des listes vraiment énormes. Ensuite, on a fait des improvisations, des choses muettes, des choses sans le texte. Poe, c'est un poète d'image, c'est un écrivain d'image. Il y a des formidable créateur. Il y a des images hallucinantes, hallucinées, on disait en répétition, des tripes, quoi. Vraiment des choses terribles, pas très joyeuses en général, mais terrifiantes. Donc voilà, il a fallu d'abord aborder tout ça, travailler sur les ambiances et puis travailler aussi sur la magie, c'est-à-dire que la magie de l'image, par exemple, se dire comment on peut rêver un fantôme. Voilà, parce que donc on a aussi pu travailler, ça aussi c'est un luxe, dit tout de suite en salle de répétition avec de la lumière, alors fabriquer même des objets lumineux, il y a des petites par exemple il y a des mini projecteurs qui sont au bout de perches très longues qui permettent d'éclairer juste le visage et de faire des grandes ombres, le visage des acteurs et de faire des grandes ombres sur les murs. Ça a été un bricolage aussi, voilà, un bricolage artisanal d'inventer ce type de choses. C'était un spectacle noir et blanc, on peut dire ça comme ça. Noir surtout. Surtout noir, évidemment, clair-obscur. Et puis, il y a une chose quand même dans le décor qu'on voit tout de suite, ce sont les portes. Oui, alors 6 portes. 7 portes. Ah, j'en ai compté 6. Non, il y a 7. Ah, 7, pardon, oui. J'ai compris ça. 7. Qui s'ouvrent, qui claquent. Alors, on pourrait se dire, mais on est chez Feydeau. Est-ce que vous avez pensé à Feydeau, d'ailleurs, quand vous avez imaginé ça? Les portes, en fait, alors ça, c'était un peu un hasard, parce que les portes, c'est moi qui les ai trouvées chez un brocanteur à Lavore. Et je les ai achetés sans savoir ce que j'allais faire avec. C'est-à-dire que je les ai achetés l'année dernière, avant de faire Edgar Poe. C'est l'objet qui a décidé. Voilà. Et ces portes, chez le brocanteur, elles m'ont parlé parce que c'était très troublant. Ce sont des portes arrachées vraiment à des maisons. C'est-à-dire que ce sont des portes qui sont dans leur jus. On les a même pas lavées, ni nettoyées, ni teintes, ni rien. Elles sont restées en l'état avec le chambranle. Et quand je les ai vues dans le hangar de ce brocanteur, j'ai tout de suite pensé à des fantômes. Voilà, j'ai vu les maisons, il y a des taches de gras, du papier peint sur l'envers des portes, voilà. Donc je me suis dit, on va les prendre, on va les acheter, c'était 3 fois rien, et puis ça servira bien un jour. Et puis voilà, et puis quand on a démarré Edgar Poe, tout de suite avec Agathe, avant même qu'elle construise le texte, je lui ai parlé de ces portes, et puis ça nous a
La porte, elle est source de mystère, elle est source de qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. On va ouvrir la porte, il y a un danger ou un ami, on va s'enfermer. Il y a un côté claustro souvent dans Edgar Poe. Voilà. Je trouvais que ça. Et puis la porte, c'est aussi le moyen de rentrer dans l'œuvre d'Edgar Poe. Voilà. Et voilà, c'est tout ça qui a fonctionné. La porte qui claque a toujours un côté effrayant, s'il faut le dire. Oui, voilà. Alors, puisqu'on en est arrivé là, comment vous décririez, vous qualifieriez l'univers d'Edgar Poe? Bon, souvent on parle l'univers angoissant, obsessionnel. Est-ce que c'est ça, mais pas aussi d'autres choses? Alors, votre vision? Comment je décrirais ça? C'est un univers d'abord extrêmement noir, un univers malade, je pense, un univers... obsédé par la mort, obsédé par des trucs, le mal aussi. Par le mal, mais obsédé par la mort et par des choses incompréhensibles. L'obsession de l'ensevelissement prématuré, par exemple, c'est une chose extrêmement récurrente, terrible, presque comique. Et il y a quelque chose par rapport à ça qui est étonnant dans l'œuvre de Poe, c'est il y a l'idée du grotesque toujours, quelque part. C'est-à-dire qu'on oscille souvent entre le mystère, le fantastique, et puis des créatures, des personnages, des situations qui sont quasiment burlesques. Que ce soit l'Ange du Bizarre, par exemple, l'Ange du Bizarre, dont il y a un grand morceau dans le spectacle. C'est une nouvelle où le personnage de l'Ange du Bizarre, qui est une espèce de délire éthylique en fait d'un alcoolique, et l'Ange du Bizarre est un personnage qui est fabriqué, enfin dans la description de Poe, avec des bouteilles, voilà, et qui a un fort accent allemand, et l'accent allemand est écrit dans la traduction de Baudelaire, vraiment écrit avec l'accent allemand, voilà, comme alors l'actrice qui joue ça s'amuse beaucoup à faire ça, voilà, donc moi c'est ça qui m'amuse dans cet univers. Et ce qui est à la fois aussi fascinant, c'est le mélange d'autobiographie et de fiction. C'est-à-dire que tout est basé finalement sur lui-même, que ça soit la mort de sa femme, l'alcoolisme, le rapport aux autres, la société, mais tout ça transcendé, tout ça magnifié, tout ça totalement réinventé, rêvé, cauchemardé. Oui. Alors il avait écrit, c'était une œuvre de jeunesse, Les contes du grotesque et de l'arabesque. On peut parler de grotesque macabre peut-être, est-ce qu'on peut dire ça Oui, absolument. On va parler d'un grotesque macabre. Moi je suis aussi, par rapport à ça, fasciné par le fait que, d'abord, c'est très ancien, c'est le début du 19e siècle. Oui, c'est vraiment du tout début, c'est la première moitié. C'est avant, c'est avant Bram Stoker, parce que hier quelqu'un me disait... Stoker, c'est fin du 19e, voilà, Dracula. Donc, avant Hoffman, c'est presque contemporain à Hoffman, et c'est le précurseur, finalement, et l'inventeur du roman policier. Du roman policier. Alors, c'est une chose qu'on ne traite pas dans le spectacle, notamment le double assassinat dans la rue Marque. Lettre volée, si on est là-dedans. Voilà, c'est le premier auteur qui fait une enquête pour résoudre une énigme, et combien et quand on allume la télé aujourd'hui et qu'on voit toutes ces séries télévisées qui sont basées sur des enquêtes, on dit finalement c'est Poe qui a été le premier, Edgar Poe, il a beaucoup influencé le cinéma, entre autres. Bien sûr. D'ailleurs, il y a des côtés très cinématographiques dans votre mise en scène, on va en parler après. On va écouter un extrait de ce spectacle. On aurait pu en écouter, il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Il y en a un qu'on a appelé Les Fous. C'est un dialogue, vous allez écouter ça tout de suite. Je ne vous présente pas encore mes malades. C'est toujours un spectacle plus ou moins répugnant pour un esprit impressionnable. Et je ne veux pas vous couper l'appétit. Dis-nous plutôt, il y aura du veau à la Sainte Ménéhould et des choux-fleurs veloutés que nous arroserons d'un verre de Clos Vougeot. Cela vous remontera les nerfs. Savez-vous que nous avions ici autrefois un homme qui se croyait théière ? Et soit dit en passant, c'est une chose remarquable que cette lubie particulière entre si souvent dans la cervelle des fous, c'est vrai. Chaque asile a sa théière. La nôtre est une théière anglaise et il avait soin de se polir lui-même tous les matins avec une peau de daim et du blanc d'Espagne. Mais non. Nous avons surtout eu l'homme qui se prenait pour un âne. Ce qui en a un sens était parfaitement vrai. Un âne bien incommode. Pendant assez longtemps, il ne voulut manger que des chardons. Mais nous l'avons guéri de cette idée en insistant pour qu'il ne mange pas autre chose.
Il était sans cesse occupé à ruer avec ses talons. Comme ça, tenez, comme ça. Ah, monsieur, je vous serais obligé si vous pouviez vous contenir. Gardez vos ruades pour vous, vous avez abîmé ma robe. Il n'y a pas besoin d'explications pratiques. Notre ami que voici vous comprendra tout aussi bien sans cette démonstration physique. Mille pardons, mademoiselle, mille pardons. Je n'avais pas l'intention de vous offenser. Permettez-moi de vous envoyer un morceau de ce veau à la Sainte Ménéhould. Vous le trouverez particulièrement délicat. Non, je vous remercie. Pour dire la vérité, je n'ai pas un faible bien déterminé pour le veau à la Sainte... comment dites-vous ? Je ne trouve pas généralement qu'il me réussisse. Je vous prierai de faire changer cette assiette et de me permettre d'essayer un peu du lapin. Pierre, changez l'assiette de monsieur et donnez-lui un morceau de ce lapin au chat. Voilà, alors un extrait, alors on parlait de grotesque à l'instant, je pense qu'on est vraiment en plein dedans, là. L'aspect burlesque, vraiment. Alors, par exemple, alors ça s'appelle, je me souviens plus du titre de la nouvelle, sur Plume et Goudron, j'ai oublié le titre de la nouvelle, là, tout d'un coup ça... Dans le spectacle. Non, dans la nouvelle d'Edgar Poe. Une des nouvelles, ou bien je ne sais plus celle-là non plus. Mais... en tout cas, c'est une nouvelle qui est étonnante, alors qui mêle la tension, l'angoisse au grotesque, puisque c'est quelqu'un qui vient visiter un asile de fous et on se rend compte petit à petit que les fous se sont libérés, ont enfermé les médecins et ont pris le pouvoir. Et c'est une chose qui a été repris plusieurs fois au cinéma, un thème, et notamment un film de Coppola avec Leonardo DiCaprio, dont je me souviens. Un des derniers, alors, oui. Shutter Island, voilà. Non, c'est le Scorsese. Ah, Scorsese, pardon. Ouais. Qui est d'ailleurs une adaptation de Kafka. Oui, mais qui reprend, effectivement. Qui reprend exactement. Voilà. Tout à fait. Il y a aussi, dans le spectacle, il y a aussi tiré du Roi Peste, une nouvelle qui s'appelle Le Roi Peste, donc c'est pareil, c'est terrifiant, horrible, mais complètement grotesque, parce que les personnages sont des monstres qui sont enfermés dans l'arrière-boutique des pompes funèbres et qui célèbrent l'alcool, et qui célèbrent la mort. Et en fait, ces personnages ont donné naissance dans le film Pirates des Caraïbes, aux monstres de Pirates des Caraïbes. Voilà, il y a des tas l'œuvre de Poe est pleine de choses comme ça. Alors l'œuvre de Poe, justement, il avait une théorie. Poe avait un côté très mathématicien, y compris dans son écriture scientifique. Il avait sa théorie de l'effet. Alors, la théorie de l'effet, selon lui, tous les éléments d'un texte devaient concourir pour le lecteur à un seul effet unique, qui pouvait être un sentiment, une idée, une interrogation. Vous, en tant que metteur en scène, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, cette théorie de l'effet ? Ou produire un effet unique sur le spectateur ? Oui et non, parce que... oui, bien sûr, parce que quand on dit un effet, ça a un sens au théâtre, un effet. Mais non, parce que moi, je travaille beaucoup dans la rupture. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est toujours... Alors, l'effet, oui, parce qu'on parle souvent de surprise avec les acteurs. Mais ce qui est toujours important, c'est d'être tout le temps dans la rupture. C'est toujours être là où on ne vous attend pas. Alors ça aussi, c'est un effet. Mais l'effet global, pas vraiment. Oui. Alors, je pensais aussi une chose, en voyant le spectacle, je disais qu'il y avait moi, m'a semblé un aspect cinématographique. J'ai pensé au cinéma de David Lynch, par exemple, voire au cinéma aussi de Kubrick pour certaines de ses œuvres. Mais je pensais aux portes, et je me disais qu'à notre époque, je dis, si on choisit ce spectacle, c'est peut-être aussi qu'il est une actualité par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Et je pensais aux portes à notre époque, derrière chaque porte qui s'ouvre, et je pense notamment à des inventions technologiques, comme les téléphones portables. On dit attention, les téléphones portables, il y a peut-être le cancer qui vous attend pour plus tard. La cigarette électronique, à peine c'est sorti, on commence à nous dire qu'il y a peut-être des effets néfastes. Enfin, tout aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une actualité par rapport à ça, ce genre de spectacle ? Est-ce que justement l'aspect distanciation, humour, est-ce qu'il peut nous permettre presque, j'allais dire, de survivre dans ce monde où on se sent menacé finalement de toutes parts ? Alors... peut-être qu'il y a une actualité. Moi, c'est pas ma manière de fonctionner du tout. Moi, je suis d'abord, avant tout, un amoureux des textes, un amoureux des œuvres et un interprète. Et je suis avant tout un passeur. Ouais. C'est-à-dire que et j'essaye
D'abord, alors c'est très variable parce que les textes les auteurs ne sont jamais les mêmes, les ambiances ne sont jamais les mêmes, les histoires ne sont jamais les mêmes. Mais j'essaye d'abord de raconter des histoires et de transmettre la passion que j'ai pour ces textes. D'abord aux acteurs et ensuite aux spectateurs. En ce qui concerne Edgar Poe, on a eu la chance d'avoir une traduction extraordinaire, c'est le cas de le dire, de Charles Baudelaire. Donc les mots dans la bouche des acteurs, pour moi, sont des cadeaux qu'on donne aux spectateurs. Alors, et donc la prochaine création, la prochaine transmission, j'allais dire, ça va être Macbeth. Vous reprenez le Macbeth que vous avez monté en 2012, ça sera mi-novembre. On en parlera évidemment dans cette émission. C'est juste, on vient de le faire à Nanterre pendant un mois au Théâtre des Amandiers. Ça aussi, c'est un des plus grands textes du répertoire. Oui, évidemment. Merci beaucoup Laurent Pelli d'avoir honoré les Feux de la Rampe de votre présence. Je rappelle que Edgar Allan Poe Extraordinaire est programmé au TNT jusqu'au mercredi 30 novembre. C'est du mardi au samedi à 20h ainsi que le dimanche 27 octobre à 16h. Moi j'ai beaucoup aimé ce spectacle, j'espère que vous serez nombreux à aller le voir. Fin de cette émission, rediffusion mardi à 18h15. Nous vous remercions bien sûr de votre fidélité et je vous rappelle que les Feux de la Rampe, c'est sur Radio Présence chaque samedi à 11h et chaque mardi à 18h15.